Salut tout le monde. Bon, entre nous, je pense qu'il est temps de se l'avouer. Vous connaissez les légendaires œuvres des compositeurs qui ont traversé des générations et continueront de les traverser, comme Tchaïkovski, Brahms, Beethoven, Stravinsky, Ravel et j'en passe. Mais la première fois que vous les avez connus durant votre tendre enfance, la majeure partie du temps, c'est grâce aux cartoons et films d'animation. C'est communément considéré comme une porte d'entrée vers cet univers, à tel point que ça en devient presque un gag en lui-même. I know this music. It was a Bugs Bunny. C'est Tom et Jerry, ça, non? Mais quel con, au secours. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé depuis l'âge d'or de l'animation occidentale. C'était même certainement amplifié à l'époque. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais d'accéder aux œuvres de ces génies musicaux à tout moment, alors qu'à l'époque, ce n'était pas donné à tout le monde. Donc découvrir ces cartoons au cinéma permettait de faire d'une pierre deux coups, faire profiter le public de la magie de l'animation, qui était encore assez jeune, ainsi que de ses compositions qui parsemaient leur action. Très tôt, l'animation a compris le potentiel que pouvait apporter une harmonie parfaite avec la musique. C'est pas pour rien, après tout, que les pierres fondatrices portaient des noms comme les Silly Symphonies, les Happy Harmonies, et bien évidemment les Looney Tunes et Merry Melodies. Avant même l'arrivée d'un certain Fantasia, ces cartoons se plaisaient à réveiller tout le potentiel et l'émerveillement permis par l'art musical. Et pas seulement la musique classique, le jazz, le style Broadway, les crooners, une pléthore de genres et de types d'artistes qui passaient dans le collimateur. Mais bien évidemment, lorsque la révolution Fantasia est arrivée, et ce malgré son échec public à l'époque, les artistes en ont tellement pris de la graine qu'on a connu un nouveau boom de ces, entre guillemets, cartoons musicaux. Entre guillemets car, de base, ce sont des cartoons musicaux. Donc appeler ces nouveaux venus de cette façon pour les distinguer des autres est assez superficiel. Il n'empêche que c'est autre part qu'ils se démarquent. Les premiers Merry Melodies avaient comme but non dissimulé de promouvoir diverses chansons du catalogue Warner Bros, sans qu'elles ne guident nécessairement l'action du court-métrage ou qu'elles soient essentielles à l'ensemble. Les cartoons de la Warner utilisent également fréquemment des bouts de musique populaire de l'époque pour complémenter un gag ou une situation et accentuer leur effet. C'est communément appelé musical pun. Exemple tout bête, entendre un bout d'une chanson nommée A Cup of Coffee, A Sandwich and You lors d'une scène impliquant de la nourriture. Bon, souvent c'est aussi plus subtil, mais vous saisissez l'idée. En somme, la musique a joué un grand rôle dans ces cartoons depuis toujours. Or, Fantasia, et par extension les cartoons qui ont voulu surfer sur sa vague, font de la musique leur épine dorsale. Celle qui guide l'animation, de sorte à ce que celle-ci forme une harmonie parfaite avec le son. Ce qui nous conduit au sujet d'aujourd'hui, comme d'hab après une mise en contexte super longue, avec comme but d'analyser deux héritiers loufoques et cultes de Fantasia venant de chez Warner Bros. Pigs in a Polka et A Corny Concerto. Et même si j'ai classé cette vidéo en tant que versus pour le sensationnalisme, et aussi parce que comme ça je sors mon premier versus depuis 3 ans, le but de cette vidéo n'est pas tant de faire se confronter ces deux cartoons, vu que je les adore tous les deux, je le dis tout de suite, mais plutôt d'analyser comment les réalisateurs de chaque cartoon, respectivement Fritz Freleng et Bob Clampett, tirent parti de la musique classique pour créer leur action, leur gag et leur art visuel, tant ces deux réalisateurs ont un style bien distinct de l'autre. Bon, il y aura aussi un peu de comparaison malgré tout, donc c'est pas complètement de la pub mensongère. L'approche particulière de chaque réalisateur en partant d'une même base peut se ressentir dès l'introduction de chaque cartoon. Les deux détournent dès les premiers instants les segments introductifs de chaque acte de Fantasia, narré par Deems Taylor. Et chaque réal trouve sa propre manière d'annoncer la couleur avec un enthousiasme certain. Fritz le fait par de la moquerie quelque peu élégante si je puis dire. Le grand méchant loup enfile le costume de Taylor et occupe toute la hauteur du plan comme pour en imposer. Mais il est mis en scène de manière naïve en soi, avec l'animation guillerette de Richard Bickenbach et la voix de Mel Blanc, prenant l'accent brooklynesque de Bugs Bunny pour l'occasion, complémentant les petits gags comme les prononciations incorrectes du loup, le fait qu'il ait sa fiche sous les yeux et le léger bug au milieu tandis qu'il bute sur un mot en particulier. Tonight it gives me extreme pleasure to present our interpretation. C'est assez enfantin, mais ça reste d'une certaine manière gracieux. D'autant plus qu'on entend la musique de Johann Brahms en fond musical de son introduction, pour maintenir la cohésion d'ensemble qui s'effectue sitôt que le cartoon démarre. Malheureusement, les pancartes avec les titres originaux ont été perdues dans le temps, seulement réduits à l'état de celluloïd endommagé. Mais d'après l'expert musical Daniel Goldmark, qui a analysé chaque partition originale de Carl Stalling pour ses cartoons, la danse hongroise numéro 7 débutait sitôt que les créateurs
crédits apparaissaient. Donc, en effet, Freelang ne perd pas de temps pour initier son harmonie musicale générale. De son côté, Bob Clampett ouvre Corny Concerto avec une introduction atteignant la fusion idéale entre le solennel et le ridicule. On y entend le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, tandis que se dévoile le bâtiment où vont se dérouler les numéros musicaux, le Carnegie Hall. Jeu de mots se basant sur la fameuse salle de concert Carnegie Hall, puisque corny veut dire ringard ou trivial. Et ça continue avec l'arrivée du narrateur parodiant Dim Taylor, cette fois-ci Elmer Fudd, arrivant par le biais d'une silhouette en ombre qui en impose, avant de révéler le frêle et mal rasé Elmer dans un costume tellement grand et relâché qu'il bataille avec son pantalon, ses manches et son corset pendant la présentation des numéros, en plus d'être cadré de manière plus inférieure que son collègue Lou dans le cartoon de Freelang. Clampett va beaucoup plus dans le contraste brutal, y compris lorsqu'il confie l'animation distinguée du plan moyen à Robert McKimson et celle du plan taille à Rod Scribner, ce dernier faisant d'Elmer un personnage aussi malléable que ridicule avec brio. Et bien entendu, le parler particulier d'Elmer par Arthur Q. Bryan est toujours aussi difficile à prendre au sérieux, mais dans le bon sens du terme, évidemment. First, we will hear a waltz, written by Johann Strauss. Pour en venir au cartoon eux-mêmes, enfin, Corny Concerto est le plus ancré dans l'optique parodie de Fantasia, puisqu'il propose 2 mini-cartoons en un, comme si on suivait un programme. Ce qui devait être amusant à voir en salle lors de sa sortie. Tu vas voir un film et tu penses que le cartoon se termine, pour au final t'en proposer un autre direct après. 2 compositions de Johann Strauss sont adaptées. Histoire de la forêt viennoise, nous faisant suivre Porky et son chien chassant un certain lapin farceur, et le beau Danube bleu, centré sur un vilain petit canard, souhaitant s'intégrer dans une famille de cygnes. Pigs in a Polka adapte de son côté plusieurs passages des Danses hongroises de Johannes Brahms, en les mêlant à une relecture du conte des 3 petits cochons et du grand méchant loup, sûrement pour parodier au passage la version Silly Symphonies sortie 10 ans avant. Comme je le disais, la façon dont chaque réalisateur adapte le matériel sous la main se reflète dès leur introduction. Mais c'est l'occasion d'approfondir là où le style de chacun se matérialise pour délivrer sa version d'une œuvre à la Fantasia. Les réalisateurs des cartoons Looney Tunes, avec la collaboration de Carl Stalling et Milt Franklin, utilisent fréquemment la musique pour donner plus de personnalité aux personnages qu'ils animent, et plus d'identité à l'action se déroulant à l'écran. Le plus souvent, c'est surtout le cas avec Fritz Freelang, ou en tout cas c'est généralement celui qui le fait de la façon la plus subtile. Chez Freelang, ça semble vraiment se creuser les méninges pour déterminer comment une musique précise, et plus encore une orchestration précise de la musique concernée, va s'accorder au mieux possible avec ce qu'on voit. C'est pour cela que la séquence avec les cochons construisant leurs maisons respectives fait en sorte que la musique ne reflète pas seulement les éléments à propos de ses fondations, mais aussi ce qui anime ces personnages, notamment le 3e cochon, plus travailleur que les 2 autres pour assurer que sa maison en briques soit solide et durable. C'est à ce moment-là que j'aimerais avoir avec moi un expert en musique capable d'identifier et d'expliquer clairement ce qui constitue une partition, comme les indications de mouvement et tout ça. Parce que ce serait vraiment intéressant de pleinement comprendre comment Stalling et Franklin travaillent tout cela pour coller au mieux avec la partie animation, et assurer une symbiose parfaite. Toujours est-il que c'est fascinant de voir et d'écouter comment la musique ouvre de nouvelles dimensions pour l'animation, et inversement. Par exemple, lorsque le loup arrive en fanfare et se faufile d'arbre en arbre pour ensuite plonger accidentellement dans une mare, offrant de nouvelles possibilités pour la musique, avec une variante sous-marine pour amplifier l'effet du gag avec le loup qui continue à se déplacer sous l'eau. Ou encore la brillante partie finale qui utilise les 2 arts pour torpiller nos perceptions grâce à la magie du cartoon. Tout le long du court-métrage, on voit que la maison de briques est définitivement bâtie sur un étage, et n'est pas particulièrement grande. Or, lorsque la poursuite prend cours à l'intérieur de la maison et que l'orchestre s'affole, les dimensions changent complètement et la maison devient l'équivalent de la maison d'Oggy, beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a un 2e étage, des couloirs à n'en plus finir, et un ascenseur d'au moins une 20aine d'étages terminant sa course dans un sous-sol très profond. Quoi, je suis censé croire que c'est une maison magique ou un truc comme ça? Mais on s'en fiche, car la musique est une nouvelle fois conductrice de cet univers, et élargit le champ d'action sans nous autoriser à nous arrêter pour trop réfléchir au réalisme de cette situation qui n'a aucune importance. Et toujours en se métamorphosant pour correspondre le mieux à l'action et à l'effet procuré par l'action. J'adore notamment cette réorchestration lorsque le loup chute de plusieurs étages sans s'en rendre compte, c'est absolument hilarant. Bob
Clampett a résolument beaucoup de respect pour la musique classique et pour Fantasia. Mais ça ne l'empêche pas de garder son âme d'enfant terrible dans la façon dont il conduit son cartoon. Malgré les péripéties exagérées du final de Pigs in a Polka dont je viens de parler, A Corny Concerto est certainement plus extravagant. Clampett est le genre de réal à vouloir que ses films soient le plus vivants possible, sans jamais de temps mort, ou alors de temps mort qui dure trop longtemps, quand Freeling est un petit peu plus économique. Pour cette occasion, il rend décidément hommage à Fantasia et sa nature posée, notamment lors de quelques présentations de décors et de contexte. Mais comme l'introduction l'a signalé, c'est aussi pour mieux tordre tout cela juste après, et amplifier l'effet comique du contraste. S'il y a une part de Fantasia qui correspond bien à Clampett et son équipe, c'est son surréalisme. J'imagine notamment le segment de la danse des heures comme inspiration majeure, ne serait-ce que pour son décorum. Car Corny Concerto propose lui aussi des arrière-plans comme hors du réel. Regardez les fondations du segment sur le Danube et les couleurs du segment de la forêt viennoise notamment. C'est dans ces moments-là que je souhaite qu'on ait plus d'archives à propos des coulisses de certains de ces cartoons. J'adorerais savoir comment la vision de Fantasia a exactement inspiré Clampett, ainsi que Frank Tashlin qui est ici en charge du storyboard, à bâtir ces gags et cette direction artistique. Il n'empêche que ça reflète le sourire narquois du réalisateur derrière son hommage, car il n'hésite pas à être bien dans ta face avec sa comédie, comme à son habitude. Freeling révèle subtilement ses propres atouts au fur et à mesure, tandis que Clampett opte pour la folie pure très rapidement. Un truc que j'ai remarqué au fil des visionnages, c'est le design et mixage sonore propre à chaque cartoon. Donc non seulement les effets sonores en eux-mêmes, mais aussi leur intensité et volume. Fantasia ne propose pas d'effets sonores dans ses segments, la musique se charge de cette partie-là également. Ces deux cartoons en revanche en proposent bel et bien. Cependant, c'est plus discret dans Pigs in a Polka, le volume est plus faible et leur présence est moindre. On n'entend même pas un seul effet vocal après l'introduction de chaque personnage. A Corny Concerto, de son côté, est certainement plus bruyant pour que ses gags et sa folie ambiance aient plus d'impact. C'est une manière de procéder qui n'est pas forcément inférieure à celle de Freeling, mais elle révèle bien l'intention de chaque réalisateur. Et dans un tel contexte, Freeze est plus proche d'une transition pure d'un segment de Fantasia, malgré ses propres détours plus irrévérencieux et propres à lui. Clampett étant dans la parodie que c'est bien seulement chez lui que vous entendrez la musique s'accorder avec les pleurs excessifs et ridicules d'un chien, probablement fait par Mel Blanc. Freeling a aussi sa façon à lui de manipuler la musique pour briser le quatrième mur et réveiller le cartoon derrière. Avant la poursuite finale, le loup manipule les cochons en se faisant passer pour une pauvre vieille femme sans abri, sous la danse numéro 17 qu'il semble jouer au violon. Mais cela s'avère être joué par un phonographe, que le troisième cochon déstabilise pour qu'il joue le thème d'arrivée du loup, le forçant à danser et retirer accidentellement son déguisement. Habile Bill. Mais bien sûr, si on veut pleinement parler d'oreille musicale, c'est aussi bien de penser à ce qui est timing, ce qui marque également une grosse différence entre les deux cartoons. Chaque réalisateur de chez Warner avait son petit truc en plus pour le distinguer des autres et devenir son propre grand nom de l'histoire des cartoons. Mais pour beaucoup, et moi inclus, Fritz Freeling était celui qui avait le meilleur sens du timing, faisant que ses gags marchaient du tonnerre. S'il ne fallait qu'un seul exemple, allez voir High Diving Hair pour une démonstration. Au royaume des cartoons musicaux, c'est un avantage approprié pour créer une véritable symbiose entre son et image. Il faut dire que Freeling était un grand amateur de musique, et celui qui participait activement à son intégration fluide dans ses cartoons. Comme il l'explique dans le livre de Léonard Maltin, Of Mice and Magic. J'adore la musique. Je ne peux pas la lire, mais je peux la ressentir. Quand je l'entends, je visualise des choses. La musique inspire ma réflexion visuelle. Je mesure mes cartoons avec la musique, et je trouve que ça m'aide. Tout se fait en rythme. De plus, Freeling a définitivement plus d'expérience que Clampett en la matière. Les deux ont travaillé pour les cartoons Looney Tunes et Merry Melodies depuis les tout débuts, mais à des positions différentes au fil du temps. Et Freeling avait plus de seniorité en la matière, présent depuis les phases prototypes avec Hugh Garman et Rudolph Ising. Basiquement, Fritz est une grosse influence sur l'évolution des cartoons de la Warner, notamment musicale. Et dès le milieu des années 30, on le retrouvait à la tête de beaucoup des cartoons Merry Melodies, à l'objectif plus musical que les Looney Tunes auxquels Clampett était rattaché dès ses débuts en tant que réalisateur, et ce jusqu'au début des années 40. Avant Pigs in a Polka, Freeling avait déjà réalisé des cartoons comme Rhapsody in Rivets, faisant aussi de la musique sa ligne directrice. En somme, Freeling avait la passion, mais aussi l'expérience acquise. Ce qui fait que dans Pigs in a Polka, le timing est absolument parfait.
Les gags et l'action sont excellemment synchronisés avec la musique du début jusqu'à la fin. Et son élégance artistique fait qu'on a vraiment l'impression de voir un cartoon Silly Symphonies fait par la Warner. Ça aide d'avoir les animateurs appropriés, notamment Jerry Chinicki, à qui Freeling confie régulièrement les scènes de danse dans ses cartoons pour de bonnes raisons. La chorégraphie générale de ce cartoon est très bien travaillée. Bob Clampett a bien des qualités, et j'adore absolument son travail, mais il n'a sans doute pas la même oreille musicale que Freeling sur ce terrain. Et ça se ressent. Il compense cependant par son irrévérence géniale, et je suis admiratif des tournures ridicules qu'il trouve pour jouer plus encore avec la musique et les possibilités de contraste. Par exemple, l'introduction du vautour lors du deuxième segment, sous une orchestration majestueuse, devenant instantanément plus guillerette lorsqu'on voit sa bobine. Ou encore le gros build-up musical et animé pour l'éternuement d'un des bébés cygnes. Il n'empêche que le timing n'est pas aussi rigueur d'un métronome que chez Freeling. C'était d'ailleurs un regret de Clampett, de son propre aveu lors d'une interview avec l'animateur et historien Milton Gray. C'était quelque chose de tout nouveau pour moi, une expérience que d'animer Bugs Bunny, Porky et les autres personnages en synchronisation avec des compositions classiques, comme Histoire de la forêt viennoise et Le beau Danube bleu. Mais quand j'ai vu le premier jet avec la piste musicale, j'aurais pu le rendre beau, pratiquement parfait, en effectuant quelques ajustements mineurs dans le timing. Il évoque des causes de budget, le producteur Léon Schlesinger étant un pingre notoire. Mais dans l'idée, ça rappelle que Bob était plus novice que Freeling sur ce terrain. Et pourtant, je pense que c'est aussi une question de mariage avec son propre style, plus électron libre. Ça a ses avantages en l'occurrence, mais les résultats paraissent moins uniques ici et là. Je pense que Clampett est à son meilleur avec les cartoons musicaux quand il trouve un genre à sa mesure. Russian Rhapsody est exceptionnel, et Coal Black and the Seven Dwarfs, cartoon banni pour des raisons que je n'ai même pas besoin d'expliquer, est néanmoins un symbole de l'énergie de dégénéré du réalisateur, trouvant dans le jazz et la musique afro-américaine l'opportunité de dévoiler ce que son style donne poussé à son paroxysme. Cela n'empêche bien sûr pas Corny Concerto d'être un classique, et un cartoon que j'adore pour ce qu'il est, une grosse parodie de Fantasia aussi respectueuse qu'elle est trublionne de façon jubilatoire. Mais sur ce coup, j'accroche plus aux sensibilités de Fritz Freeling, qui fait de Pigs in a Polka, un de mes cartoons préférés du catalogue Warner. Possiblement top 10, au moins top 20. Mais encore une fois, je respecte l'approche de chaque réalisateur, qui fait de l'excellent boulot avec le matériel à disposition. Et les deux démontrent ce qui fait des Looney Tunes des grosses références pour les amateurs de cartoons et les mélomanes à leur manière. D'ailleurs, vu que ces deux cartoons sont dans le domaine public, vous pouvez les trouver facilement sur YouTube. Les liens sont dans la description, comme ça vous pouvez les regarder et vous faire votre propre avis. On se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!